Bonjour, bienvenue sur la chaîne AstroVega. Mon nom est Martin Mulette, astronome amateur. Aujourd'hui, on est dans l'observatoire de mon ami Daniel Lorenzo et il va nous faire un tour du proprio. Il va nous expliquer tout ça, son installation. Ben déjà, Daniel, t'es rendu avec quoi comme setup? T'es rendu avec un setup d'astrophotographie complet ici sur un des piliers de béton. Puis t'es rendu avec un setup visuel à côté sur l'autre pilier de béton. C'est ça que je vois que t'as fait. Exact. Avant de construire l'observatoire ou les fondations de l'observatoire, j'avais le Newton que tu m'as aidé à acheter, Oui. le 6 pouces, avec la monture. Puis à chaque soir, je m'installais dehors, puis je trouvais ça un peu long, mettre les câbles, tout le temps une erreur qui pouvait arriver. Puis au final, j'ai fini par commencer à laisser l'équipement dehors, sous une bâche. Il pleuvait dessus, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, ça doit exister, tu sais, de mettre tout l'équipement dans une boîte. Puis là, finalement, j'en suis venu à, OK, peut-être un. Tu sais, je voyais des modèles de toit ouvrant, le moteur, puis tu m'aidais beaucoup déjà avec les Arduino, comment automatiser les choses. Mais j'ai arrivé avec ce design-là qui sortait un peu de ma tête. J'ai vu que ça existait déjà, mais c'est quelque chose que j'avais pensé. Puis c'est ça, le modèle où qu'on peut voir le toit, il s'ouvre comme une boîte à outils. Donc l'avantage de ça, ça me permet d'ouvrir juste une section et de ne pas utiliser l'autre quand je suis pas obligé. En fait, pendant une bonne période de temps, il y avait l'équipement de Martin qui était sur une partie. Oui. Et l'autre partie, c'était la mienne, celle que j'utilisais tout le temps, à longueur d'année. Puis au début, en fait, il n'y avait pas de colonne de béton. Je ne pouvais pas enlever, par exemple, avec la passerelle. Je ne pouvais pas comme faire tout le temps que je passe en dessous, en petit bonhomme, pour sortir de ou entrer de l'observatoire. Donc j'ai enlevé un morceau que je peux retirer. Puis il n'y avait pas de colonne de béton, c'était juste des blocs à 3 endroits pour supporter le trépied. Puis ça permettait de faire, ça faisait la job, quoi. Ben en fait, c'est qu'au lieu d'avoir un poste fixe, ton poste fixe était semi-fixe, t'étais sur trépied. Puis c'est juste qu'il était fixe. Ton trépied était fixe. Mais des fois, il pouvait bouger peut-être s'il y avait de la bouette ou des gros déluges qui passaient. Ouais. Je sais pas. Ben, c'est sûr que passer d'un trépied, à une colonne de béton, c'est une autre game. Ah ouais, définitivement. L'alignement polaire que j'ai fait il y a 1 an n'a pas bougé du tout depuis. Je fais du planétaire, ma planète elle bouge pas du tout pendant 1 heure ou 2 à quelques petits détails. Fait que c'est très agréable à utiliser. Quand on a fait la phase 2, si on veut, au début, avec Martin, on a construit genre la fondation en bois, le contour, les panneaux. Après, il y a eu la toiture. Puis le sol, par contre, c'était du paillis. Fait que l'observatoire, je l'avais surnommé le poulailler. Ça devenait très humide au printemps. Puis il y avait de la glace parce que l'eau devenait gelée. Ça devenait même dangereux. Si je perdais une vis, je perdais la vis. Puis c'était vraiment difficile à la trouver pendant la nuit. Une vis dans du pays. Oui, c'est ça. On peut pas trouver. C'est incroyable. Fait que tout ça, il y avait des fils en plus qui traînaient par terre, puis il y avait de l'eau, c'était mouillé, fait que ça devenait un peu dangereux même avec l'électricité. Donc, là, j'ai décidé de faire un plancher. Puis ça a vraiment fait une grosse différence à l'ergonomie, puis même à la beauté de la chose en même temps. Mais avant d'avoir fait le plancher, par contre, on a fait les colonnes de béton. Les colonnes de béton ont été enfoncés à 4 pieds sous terre. Un minimum, un peu plus. On a dépassé le 4 pieds. On a dépassé le 4 pieds. On visait le 4 pieds. Ouais. Puis on l'a fait en sorte qu'il y ait une semelle, dans le sens que c'est plus large à la base, puis que ça remplisse ensuite le tube pour monter avec le plancher, c'est environ 2 pieds, quasiment 3 pieds en dehors de la terre. On a inséré des tiges
de métal, je pense que c'est Des rods. des rods, c'est ça. Des rods en acier galvanisé, je pense. Non, t'étais pas Non. galvanisé, c'était juste en des rods de fer. Des rods de fer. Qui rouillent, mais c'est pas grave. Ouais. Au moins, ça empêche que le béton il se fracture puis il casse avec les gels dégels, ça donne la solidité. Ouais. On les a placés comme en forme de triangle, de haut en bas. Et ensuite, on a aussi inséré des tiges filetées, assez longues quand même, en stainless. Donc, Ouais, ça ils c'est sont important. très exactement. Puis des boulons en bas pour supporter la plaque. La plaque qui est en fait un disque de frein d'automobile. C'est les disques de l'ancienne auto que tu avais, Martin. J'avais comme projet de changer les disques de ma Toyota à un moment donné, puis j'ai abandonné le projet, donc on a décidé de réutiliser les disques pour faire des plaques pour les colonnes de béton, puis ça a super bien marché en fait. C'était facile à percer, c'est super solide. Il fallait juste mettre une peinture anti-rouille dessus, parce que sinon il rouillait après une couple de mois. Ah oui, l'humidité puis un peu de goutte d'eau, là, puis ça commençait déjà à être tout rouillé sur le dessus. Fait que on a tout été sablé un peu, là, puis ouais, une peinture anti-rouille a fait le travail. Les boulons aussi sont en stainless, donc puis il n'y a rien de ça qui bouge, c'est très stable. Pour adapter avec le disque de frein, il y a une plaque qui allait avec chacun des montures. Donc, c'est ça qui permet de faire l'intégration de la monture avec la colonne. Puis, une monture, c'est une CGEM. En ce moment, elle supporte un C11. Donc, j'ai dû adapter les poids avec celle de la EQ3. Un disque de Altair, puis celui qui venait avec. Il y a des modèles plus récents, mais ça, c'est le modèle classique, comme on l'appelle. Dessus, C'est quoi le payload de ça? Le payload de CGM? Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est entre 40 et 50 livres. Avec le C11, là, j'ai un chercheur, c'est plus pour faire du planétaire. C'est quelque chose qui est pas mal limite, disons. Je pourrais faire du deep sky, ciel profond avec des nébuleuses, j'ai déjà fait. Mais c'est, disons, c'est très limite. Puis il faut mettre un réducteur absolument parce que sinon c'est juste impossible presque. Il y a un backlash terrible avec cette monture-là aussi. Ensuite, c'est ça, moi je m'en sers présentement pour faire du planétaire. Fait que dessus je mets une 224, une caméra 224 ou une 290. Ou je mets juste un oculaire comme c'est le cas en ce moment si je veux juste me gâter les yeux. Puis ça, c'est pas mal ce que j'ai ici en ce moment. De l'autre côté, c'est aussi un C11. Mais celui-là, c'est le Edge HD. Le Edge HD, ce qu'il y a dessus, en fait, c'est à l'intérieur, il y a un correcteur, une lentille correctrice, avant de se rendre à l'arrière du train, au train optique, finalement. Et ce que ça permet de faire, c'est d'aplanir le champ. Probablement pas parfaitement, mais c'est assez bien. Fait que moi, si je fais du deep sky, par exemple, les étoiles aux extrémités vont rester droites. C'est comme un coma correcteur. Le Edge HD aussi, des fentes de ventilation. Les fentes de ventilation permettent au tube de s'accoutumer plus rapidement à la température. Dans mon cas, c'est pas un gros avantage parce que le télescope est déjà dehors, il est déjà tempéré. Puis quand je sais que je vais shooter, d'habitude je vais ouvrir le toit à l'avance pour échapper la température, mélanger à la température de l'atmosphère autour. Ensuite, sur ce tube-là, j'ai installé un focuseur d'avant qui fonctionne. C'est un petit moteur qui vient tourner la molette avec quoi on fait le focus d'habitude. Puis lui est alimenté puis contrôlé par un contrôleur qui est en quelque part ici. Là. Puis il est branché à l'ordinateur. Donc finalement, l'ordinateur envoie des commandes au focuseur pour ajuster le focus du tube. OK. Sous le dessus, c'est un guide scope assez ordinaire. Ça a été acheté sur eBay, je crois. C'est les recommandations de Martin.
Ah ouais. Putain, il est là le coupable. Je dirais une chose pareille. Il est là le Je te dirais coupable. de le construire avec un Arduino, avec un petit moteur que tu aurais acheté sur eBay, mais moi, tu l'aurais construit après. Ouais. Ben, mais quand même, tu sais, Ça fait la job. avec ça, ça fonctionne. En ce moment, le C11 il est en configuration avec un Hyperstar. Fait que là, ce qu'on voit ici, Mhm. puis je le mets avec un peu plus la lumière. Ah, ouais, c'est correct. Ouais, on voit ma caméra, Mhm. mais à ce quoi on s'attend d'habitude, c'est d'installer la caméra à l'arrière, comme par où on regarde d'habitude. Oui. Sauf que là, la caméra est à l'avant, Mhm. parce que dans cette configuration-là, il y a une lentille qui est d'habitude sur un miroir secondaire. Fait que les rayons rentrent dans le tube, Mhm. bondissent dans un miroir secondaire, puis ils tombent à l'arrière. Dans le cas, le Hyperstar, ce qu'il fait, c'est il y a une lentille qui laisse, à la place de faire rebondir la lumière vers le bas une deuxième fois, elle laisse passer la lumière dans la caméra directement. Fait que ce que ça fait, c'est que ça donne une focale très réduite. Le tube, normalement, par défaut, est à f10. Maintenant, il tombe à f2. Puis ce que ça donne, finalement, c'est une vitesse incroyable de capture de lumière. Ça donne un champ qui est large. Fait que, j'ai un 2800 de focale. Avec f2, je tombe à 560 mm de focale. Wow. Fait que ça, c'est comme un téléobjectif sur un appareil photo. Mais la grosse différence, c'est que j'ai 11 pouces. Uh-huh. Donc, ce que ça fait, c'est que on reçoit beaucoup de lumière très rapidement. Puis, par exemple, une photo qui prendrait 5 minutes à prendre, elle va prendre 30 secondes à prendre. Wow. Fait que c'est un accélérateur de prise de photo. Puis ce tube-là, je trouve qu'il performe bien aussi à cause du correcteur que je parlais. Il performe à f10 comme correcteur Chroma qui est à la base. Sauf que aussi avec un réducteur, j'ai un réducteur 6.3. Puis en fait, il est installé en ce moment ici. Mais là, je l'ai comme bouchonné parce que normalement, je pourrais mettre une caméra à l'arrière au lieu de la mettre à l'avant, la mettre ici. Ah. Puis en enlevant le Hyperstar, puis si je remettrais le miroir secondaire, comme d'habitude, mais là, j'aurais ici, j'ai c'est comme une autre lentille additionnelle, finalement. Mhm. Et puis, elle fait baisser la focale de f10 à f6.3. Puis ça permet finalement avoir un champ un petit peu plus large. Parce qu'à f10, surtout dans le ciel québécois qu'on a, c'est rarement des nuits qui sont favorables à ça à cause de la turbulence. Il y a des manières de travailler autour de ça, mais en mettant une focale un petit peu plus basse, ça donne plus de possibilités. En gros, cet équipement-là, ce qui est vraiment le fun, ça me donne comme 3 tubes, 3 lunettes en un. Le F10, F6.3 et F2. C'est un grand éventail intéressant. Puis avec ça, si ça me tente, mais je le fais avec l'autre C11, mais je peux faire aussi du planétaire et avoir une belle résolution avec le diamètre du tube. C'est un beau tube passe-partout, on dit. Et la monture, peux-tu parler un petit peu de la monture? C'est une EQ8 de Skywatcher, celui que j'ai moi. Les moteurs sont sur le côté. Puis c'est quelque chose qui a amélioré dans les nouveaux modèles. Les moteurs ont été remis au centre. Parce que vu qu'ils sont sur le côté, même si je suis balancé de toutes les manières que je veux le mieux faire, il va tout le temps avoir un petit débalancement vers l'ouest. Donc la monture va tout le temps pencher. C'est correct dans un sens parce que la monture va aller dans cette direction-là anyway. Mhm. Donc c'est pas un problème en tant que tel. Mais il y a d'autres améliorations comme la gestion des câbles. Ça passe à l'intérieur de la monture. Là, moi, il faut que je compose avec les câbles et je m'arrange pour qu'il n'y ait rien qui s'entremêle. La EQ8, elle a une grosse capacité de poids comparé à la CGM qui avait 40 à 50 livres. La EQ8 peut aller jusqu'à, si ma mémoire est bonne, 120 livres. Au moins 100 livres. Il y a aussi 2 encodeurs sur la monture. Donc, comme on peut voir ici sur le iPad, quand je bouge la monture, les chiffres vont changer.
parce que finalement c'est en temps réel. Les changements que je fais à la monture je vais les voir et je vais savoir où est-ce que je pointe finalement. Par contre, les encodeurs ne sont pas de très grande précision, donc je peux pas m'en servir. Je m'en sers comme référence, mais pas nécessairement pour viser un objet en tant que tel. C'est pas assez précis pour ça. Mais ce qui est le fun avec ça, par contre, c'est si je mets mon télescope dans cette direction-là, puis mettons que je le barre, puis qu'après je le bouge dans une autre direction, manuellement, là, comme ça. Puis le logiciel va se rappeler de où est-ce que je pointe en tout temps, même si je le bouge manuellement. Si je fais ça avec ma CGEM, je ne peux pas enlever les freins puis bouger la monture comme ça me tente. Sinon, je perds mon alignement. Tandis que avec cette monture-là, si je bouge manuellement pour viser quelque chose, je perds pas mon alignement. Fait que ça peut être le fun pour certaines occasions, parce que on va faire quelque chose d'un petit peu plus manuel ou plus rapidement. La monture elle vient avec une télécommande, mais j'ai fait une modification pour plus avoir à utiliser la télécommande parce que je trouvais que c'était un truc de trop à gérer avec tous les câbles. Fait que le moins que j'en ai, le mieux que c'est. Donc j'ai trafiqué un connecteur. En fait, j'ai trafiqué le câble. Ça c'est ce qui en reste là. Un câble réseau avec un autre connecteur. Je m'en souviens pas par cœur. Mais c'est un connecteur USB. Puis en fait, ce que ça permet, c'est de transformer les signaux qui doivent être reçus par la monture en signaux USB, finalement. Puis ce que ça fait, finalement, c'est que le logiciel EQ Mode est capable de comprendre comment contrôler cette monture-là en particulier. Puis ça, c'est rien de sorcier dans la communauté. Il y a pas mal de monde qui a déjà fait ce changement-là ou utilisé ce logiciel-là. Parfait, cool. Félicitations pour ton beau observatoire. Et puis, Daniel, quand est-ce que tu vas faire la photo, là, bientôt? Ben oui. En fait, c'est derrière ta chambre, quasiment. En fait, c'est dans ta cour arrière. Ma cour arrière. On voit pas très bien, là, mais j'ai un petit jardin, j'ai mon garage à côté où je vais faire mon vin et autres passions. À Terrebonne, à La Plaine. Parfait. La pizza froide. Ok, donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ouvre l'observatoire. À ce stade-ci, je peux faire du deep sky avec mon premier télescope. Mais si je ne veux pas faire de planétaire, par exemple, j'ai pas besoin d'ouvrir la deuxième section de toit. Fait que là, si je veux faire du planétaire, j'ai pas le choix d'ouvrir les 4 morceaux. C'est pas vraiment lourd, ça se lève avec une seule main. Il faut garder quand même le contrôle. C'est plus facile de le tenir par la fin, avec les fils de vie. Et voilà, c'est déjà tout ouvert. Ensuite, quand je rentre, je peux enlever un segment. Comme ça, j'ai pas à me pencher un petit bonhomme. Que ce soit de ce côté-là ou de l'autre. La première chose que je fais, j'allume la lumière pour pas me casser la gueule. Puis la seule chose déplaisante, c'est quand je vais aller de l'autre bord, il faut que je passe en dessous de la barre centrale ou que je fasse le tour. Mais en même temps, cet espace-là est très intéressant parce que je peux mettre mes oculaires, mettre mon matériel que je veux assembler, l'iPad ou un écran. J'ai tout le contour ici, parce que j'ai quand même un 1 à 2 pouces de large. Ici c'est 6 pouces de large. Fait que c'est un peu encombrant, mais en même temps c'est utile. J'ai 2 chaises à l'intérieur pour pouvoir faire n'importe quel ajustement. Juste des maquettes. Ça me permet de monter et ajuster les choses.
J'ai 2 tissus blancs pour pouvoir faire mes flats. Donc ce que je fais, c'est que j'oriente le télescope vers le haut. Puis je mets ma serviette dessus. J'ai des petits compartiments avec la majorité de l'équipement que j'utilise d'habitude, des filtres, des outils de tournevis et autres. Mon conteneur pour le Hyperstar. Puis ici, sur l'autre côté, j'ai mon routeur avec mes connexions. Une boîte, un UPS. Donc j'ai le courant, mais si jamais j'ai des fluctuations, une panne de courant qui n'est pas trop longue, ça va continuer à shooter. C'est quand même utile. Une petite chaufferette pour quand qu'il commence à faire un peu frais. Même l'hiver, c'est extrêmement utile parce que manipuler le métal dans le froid, c'est atroce pour les doigts. Donc, des fois, je fais un petit changement, je mets les mains sur la chaufferette, je continue mon changement. C'est comme on se sent un peu, quand c'est très froid l'hiver, on se sent quasiment comme un astronaute. Parce que on essaie d'accumuler notre chaleur, puis après aller travailler au froid. C'est un challenge. Donc, c'est pas mal le tour du manoir. Puis, en espérant que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter avec les informations qu'il y a au bas de la vidéo. Merci beaucoup, Daniel. Merci. C'était une tournée très intéressante, Daniel. Je te remercie beaucoup de nous avoir fait visiter. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et abonnez-vous. Merci. Bon ciel.